C'est un assassinat, vraisemblablement maçonnique. Le Grand Orient s'est vengé du révélateur des fiches. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Le livre est une arme. Léon Daudet au temps de Judas, deuxième partie, 85, B. La Vendée. Bon, je ne vais pas me lancer dans un panégyrique de Léon Daudet qui ne vous apporterait pas grand-chose. Simplement vous rappeler que si je l'apprécie autant, c'est pour sa capacité à narrer un essai. Je n'ai pas dit romancer. Narrer un essai pour le rendre désopilant, piquant, ricanant, tout en conservant une distinction, un côté classieux et une honnêteté intellectuelle appréciable. Dans cette seconde partie, nous évoquerons d'abord la patrie française, un mouvement nationaliste. Ensuite, nous verrons les figures françaises solides de l'époque, les fiertés. Enfin, nous aborderons l'affaire Siveton. Et un au-delà du livre, pas très démocratie participative friendly, on va dire. Même si je les apprécie beaucoup. J'apporterai une réflexion qui, je l'espère, vous fera réfléchir. Allez, puisque nous parlons de grands Français ici, eh bien, Jean-Pierre Mariel. J'ai marché en pensant à la France. La pauvre. Essentiel, nous voilà, les amis. Eh bien, dans cette seconde partie, tout aussi riche que la première, nous nous attarderons sur le nationalisme français. Et à ce titre, en cette fin de 19e siècle, le nationalisme français arbore un sourire teinté d'optimisme. C'est la création de la Ligue de la patrie française autour d'un intellectuel de premier plan, j'ai nommé Charles Maurras. Ayez bien à l'esprit que ce mouvement politique naît d'une exaspération populaire. Il est le fruit du peuple. Les gens, le peuple, étaient irrités et indignés par les Dreyfusards et les pseudo-intellectuels qui les soutenaient, mais aussi et surtout par un sentiment de supériorité, une arrogance ostentatoire qu'ils affichaient. Tiens donc, Dreyfusards et arrogance. L'origine et le but de cette ligue? Eh bien, c'était de réunir les Français sensibles au sort de leur pays. Les royalistes, les républicains, les antisémites, les bonapartistes. Seulement avec autant d'intellectuels de talent qui la composaient, la Ligue de la patrie française était plus proche de la cacophonie que de la symphonie. Un groupe immédiatement nombreux et prospère a peu de chances de durer, nous glisse subtilement Léon Daudet. Aussi cette organisation était trop raisonnable, entre guillemets. Elle manqua de bout en train, elle manqua d'artificier, elle manqua de folie, elle manqua de coups de tonnerre. Comme la gifle de Siveton à André, nous y reviendrons tout à l'heure. L'action française en était capable de ces coups de tonnerre, mais elle aussi, elle arriva trop tard. Et puis le sacrilège ultime pour Léon Daudet, au sein de cette patrie française, c'était leur soutien systématique au préfet de police de l'époque Louis Lépine, un petit quinteux sans envergure, du genre à faire le sale travail immoral pour les hommes politiques, comme taper sur les patriotes par exemple. Du genre à faire peur avec ses fiches qui comporteraient des renseignements terrifiants sur les élites françaises. Et par conséquent, du genre à laisser se pavaner les agents allemands sur les boulevards de France entre 1897 et 1906. Mais revenons à la folie imaginaire, à ce concept développé par Léon Daudet, au coup de tonnerre qui a manqué aux nationalistes. Que voulait dire notre essayiste par là? Eh bien, encore une fois, de façon extrêmement brillante, mon essayiste chouchou a conceptualisé cela en utilisant la métaphore de la boule en or. Voyez, quand on a réussi à marquer l'imaginaire du peuple, à gagner sa confiance, eh bien, on devient une personne populaire, c'est-à-dire avec une aura qui nous dépasse et qui nous offre un considérable pouvoir dans un laps de temps limité. Eh bien, c'est ça, la boule en or. Comme un objet qui nous est prêté que quelques minutes et dont on se doit de profiter pour faire le bien, pour surfer sur la vague, pour reprendre une image moderniste. Voilà de quoi ont manqué les nationalistes, de cette figure patriote née d'une folie, d'un coup de tonnerre et qui aurait éclaboussé tout le peuple de France, comme Marchand revenant de Fachoda.
Et pour créer cette impulsion, il faut savoir sortir du terrain électoral ce que la patrie française ne sut ou ne voulut pas faire. L'opinion est changeante. La popularité en France naît et disparaît aussi vite. Quand la boule en or est là, il faut l'utiliser à bon escient. Et puis, du côté de la patrie française, malgré la supériorité numérique, malgré l'argent qu'ils avaient, malgré la saine ambiance qui y régnait, la difficulté fut d'accorder leurs instruments. De l'autre côté, par contre, on ne souffrait pas. Les intellectuels dreyfusards, eux, n'avaient aucun problème pour accorder leur violon. Qui les Suisses, qui écrivaient à l'aurore, qui les Scandinaves, qui les Suisses, qui les Métèques, qui les Jouissifs, tous ceux qui écrivaient à l'aurore, tous installés chez nous, postés dans des points stratégiques, tous dotés d'une impudeur inouïe. En fait, n'importe quel thème développé par un de ces dreyfusards devenait, d'emblée, orchestre. Alors, parmi les grands hommes français méconnus que Léon Daudet encense, nommons le général Mercier, visionnaire, tacticien militaire hors pair. La démocratie gâche les talents, elle écrase, elle édulcore le génie. Supposez Mercier ministre de la guerre du roi de France, et nous aurions eu là un nouveau Louvois. La démocratie jouissive, elle, créa une légende autour de lui, autour du général Mercier, l'accusant de cruauté, d'aveuglement envers les dreyfusards, alors que cet homme était le plus lucide, le plus équitable, le plus humain des justiciers. Vous savez, un justicier, c'est celui qui est capable, qui est en mesure de faire taire en lui tout autre sentiment que celui du salut national, comme le général le fit au moment de l'affaire Dreyfus. C'est bizarre, hein? C'est bizarre, mais ce portrait brille de mille feux aujourd'hui, puisque nous pourrions le calquer au mot près à Monsieur Le Pen. D'ailleurs, l'action française a toujours voué un culte au général Mercier. Autre personnage admirable, le commandant Cuignet. Il faudrait un volume pour énumérer les incroyables persécutions dont ce serviteur de la vérité fut victime, de la part des Dreyfusards, encore une fois. Il brava les menaces, il brava le peuple jouissif, il brava la haute finance. Tout cela va ensemble, bien évidemment. Fait prisonnier par les Allemands, interné dans un camp, il passa en conseil de guerre pour propagande de livres français. Et que dire? Que dire de Monseigneur le duc d'Orléans qui réveilla chez Léon Daudet la fibre royaliste? Sur télégramme, je vous écrirai l'entièreté du discours qu'il prononça à San Remo, un modèle du genre. Parce que ce Monseigneur le duc d'Orléans, eh bien, il mit en lumière le problème jouissif, la question jouissive, c'est-à-dire le dérèglement antinational provoqué par les puissances d'argent qui alimentèrent la presse et faussèrent l'opinion dans le cadre de l'affaire Dreyfus. Et pourquoi, me direz-vous? Dans quel but? Eh bien, tout simplement dans le but de créer l'alliance de l'internationale des pauvres et de l'internationale financière. Un peu comme le marxisme chercha à le faire. Voilà le danger ultime contre lequel tous ces bons Français se dressèrent. Cette affaire Dreyfus annonçait toute une série de guerres et de convulsions politiques. Cette affaire Dreyfus n'était qu'une partie d'un plan, son prélude. C'est fou comme Léon Daudet avait raison. De leur côté, les nationalistes se laissèrent endormir du sommeil électoral. Les jouissifs, eux, ont cet avantage de rester constamment éveillés. Et le sommeil électoral fait perdre toute vigilance. C'est ainsi que la franc-maçonnerie s'instaura dans une démocratie ouvrant la porte aux sociétés secrètes. Les loges allemandes ont inspiré les loges françaises et imposèrent Waldeck et Combes. Cela dit, Léon Daudet n'est pas du genre à croire que la franc-maçonnerie est responsable de tout, est tenue par un super pouvoir occulte ou même est soumise à un satanisme. Drummond y tout d'ailleurs, il pensait la même chose. Les deux reconnaissaient l'intervention malveillante de la franc-maçonnerie dans les affaires publiques, mais en tant que puissance numéro 2, c'est-à-dire après la puissance numéro 1, la jouissive, prédominante d'ailleurs chez les francs-maçons. Alors, si je pris la décision de scinder cette chronique en deux, c'est pour mieux éclairer l'affaire Siveton, si méconnue de nos milieux. Quel dommage
Dommage que nous allons nous empresser de réparer de suite. Les fiches, donc. Alors, rapidement, Guyot de Villeneuve tenait ses fiches d'un certain Jean Bidegain, secrétaire de Vadecart et dégoûté de la besogne qu'on lui imposait. Alors il décida de documenter les nationalistes, armé d'un grand courage, il faut le dire, pour l'époque. Et donc, arrive ce qui devait arriver, ou ce qui est arrivé, pardon, c'est-à-dire le 4 novembre 1904, démarra l'affaire Siveton, qui fera grand bruit dans les milieux nationalistes. Ce jour-là, le dénommé Gabriel Siveton gifla le général André, un fichard, comme on les appelait, dans un acte héroïque, à la Chambre des députés. Daudet comprit d'emblée la portée de cet acte et s'escrima dès le départ à faire le tour des rédactions de tous les journaux nationalistes, si vous voulez, afin de s'assurer d'une unité, afin de créer un mouvement, un élan. Vous vous souvenez, la boule en or. Seulement Drummond, par exemple, est sceptique. Et seul Maurras et lui, c'est-à-dire Léon Daudet, apprécient ce geste à sa juste valeur. Mais beaucoup ont dénigré ce geste. Siveton, lui, comprit bien vite que la plupart de ses amis allaient le lâcher. Cependant, il n'abdiquait pas, malgré les menaces de passer en haute cour qui pesaient sur lui. Il pensait que son acte pouvait renverser la République, créer un électrochoc qui empêcherait l'invasion allemande et, de même, pourrait reconstituer notre armée. La gifle était un prélude pour lui. Il avait une idée derrière la tête. D'ailleurs, il avait créé des réseaux. Il recevait de l'argent. Léon Daudet l'avait compris. Mais il n'a pas su démasquer tout ça encore. Il avait rendez-vous avec lui, puis c'était annulé. Il lui a toujours manqué une petite pièce du puzzle pour tout comprendre. Bref, seulement si la popularité montait vers lui comme un vent propice depuis la gifle, Siveton se devait d'être prudent. Des menaces d'attentats planaient sur sa personne. Le peuple vomissait ce fameux André et soutenait Siveton, mais la franc-maçonnerie œuvrait en coulisses. On vendait, par exemple, dans les rues, des jouets en carton représentant une casserole d'où sortaient hydres monstrueuses 3 têtes, celles de Combes, de Pelletan et d'André sous les gifles de Siveton. Sous le Grand Orient aussi, rue Cadet, le peuple se réunissait et faisait du bruit. Chez les libraires, les ouvrages classiques comme les Sociétés secrètes et la Société de Deschamps ou les ouvrages de l'abbé Baruel, eh bien, s'arrachaient. Autre exemple, Vadecart, l'homme des fiches, tel un tueur en série, il était aperçu un peu partout, tous les soirs, par toutes les bourgeoises du coin, comme s'il avait un carnet de notes en main, dans une espèce d'hystérie la plus totale. Bref, la population baignait dans cette idée des fiches, avec ses bons côtés et ses mauvais côtés. Siveton était donc soutenu par la population. À ce moment précis, l'histoire aurait pu tourner. Un général patriote, par exemple, sans même faire un coup d'État, aurait mis le régime dans sa poche et aurait épargné l'hécatombe qui allait suivre. Seulement, pour reprendre le plus célèbre et le plus populaire d'entre eux, Marchand, qui avait ce destin en lui et qui était dégoûté du peu de sanctions infligées aux fichards, eh bien Marchand, disais-je, malheureusement était républicain et fidèle à la République. Quel drame, quand on y réfléchit, quel drame. Notre pays aurait changé à ce moment-là. Le procès approchait. Pour une fois, la République avait un adversaire en face d'elle. Et quel adversaire! Le déballage de Siveton ce vendredi 9 décembre avait de quoi faire flancher cette République. Léon Daudet y croyait fermement. Il avait même pris connaissance de la déposition de Siveton le mercredi, c'est-à-dire 2 jours avant, et c'était une bombe capable de faire exploser un régime. Seulement le jeudi, la veille du procès donc, la nouvelle tomba comme un coup de massue. Siveton est mort. De suite, Daudet se précipita au domicile du défunt et tout de suite, il remarqua que quelque chose clochait. On cherchait à lui cacher des choses. « Oh, pas de scandale, monsieur Daudet, pas de scandale !» Voilà ce qu'on lui répétait. On l'empêchait d'entrer, de voir, de regarder, de questionner.
Monsieur Daudet parvint tout de même à voir le corps et remarqua une écorchure au front, ainsi que l'expression horrifique du visage de Gabriel Siffton. Interrogé par les journalistes de presse quand il sortit de la maison, Léon Daudet déclara « C'est un assassinat, vraisemblablement maçonnique. Le Grand Orient s'est vengé du révélateur des fiches. » À l'autopsie, le docteur confirme les soupçons de notre auteur. Une forte présomption d'empoisonnement par l'oxyde de carbone. Une confirmation discrète, cachée. Mais un empoisonnement subi ou volontaire? À l'enterrement, une foule immense est venue rendre un hommage à Siveton. Une foule convaincue de l'assassinat. Toutefois, un chef nationaliste manquait pour tirer parti de cette effroyable aventure. Enfin, plus précisément, il se trouvait dans le cercueil, parce que lui était véritablement un chef. Jamais il n'y eut autant de gardiens de la paix durant un enterrement, certainement en raison des « Vive Drubon !» ou « Vive Rochefort !» qui fusaient. Léon de Montesquieu cria « À bas les assassins !» et une dizaine d'agents le saisirent et l'entraînèrent au poste. Et oui, c'était un héros qu'ils étaient en train de coffrer, et non un fichard, encore une fois. Quelques jours plus tard, parut dans le Gaulois, un journal nationaliste, tenu par le jouissif Arthur Meyer, des notes. Des notes affirmant sans preuve que Siffton s'était suicidé, et que les figures nationalistes françaises, dont Léon Daudet, se gardaient bien de le dire, préférant crier à l'assassinat pour jouer sur le tableau politique. « Il faut battre le jouissif tant qu'il est chaud », déclara énervée Madame Deloine, là, au sujet de Meyer. Confronté, le directeur du Gaulois prétexta l'erreur de rédaction. Un démenti fut rédigé, séance tenante. Mais c'était trop tard. La presse austro-allemande crachait dorénavant ce venin sur Gabriel Siffton avec son flot d'histoires absolument ordurières. Voilà, en quelques jours, toute la patrie française était mise au sol, et même tout le mouvement nationaliste français était exsangue et divisé. Rochefort, par exemple, s'attaqua à Lemaître à ce moment-là et à Madame Deloine. Fatalité et irréconciliation. Aucun député nationaliste n'a eu le courage d'interpeller Combes sur ce qui était clairement un assassinat. Un fait sur lequel tout le monde était d'accord. La patrie française, dorénavant, n'existe plus. Le voilà, justement, le comble du drame. Les fiches de délation constituaient pour les Allemands une préparation à la guerre. Siffton rendit donc un service incroyable à notre pays, d'abord en démontrant la machination Boche par les fiches, et ensuite en giflant le général André. Seulement Siffton était seul, malgré la patrie française. La police allemande et la police dreyfusarde le savaient. La justice en République devient inexistante dès lors qu'elle rejoint de près ou de loin la politique. Le jour où la France redeviendra le régime naturel qu'elle est censée être, c'est-à-dire la monarchie héréditaire, il faudra réunir dans une même main police et justice, pense Léon Daudet. No. We are in France. We speak French. Ok. Merci. Allons au-delà du livre. Chers amis, rapidement, alors il faut bien comprendre le renversement civilisationnel qu'a occasionné l'affaire Dreyfus. La France avec ses intellectuels, sa pensée, sa maturité politique, ses débats virils, son patriotisme ancré, son incorruptibilité, son armée. Eh bien la France avait tout pour balayer cette affaire et en ressortir grandie, affirmée, dominante. Seulement elle dut faire face à une alliance puissante. Puissante car complémentaire avec un ennemi intérieur et un ennemi extérieur. L'alliance de l'Allemagne avec les Juifs. Des Allemands qui financèrent via la franc-maçonnerie pangermaniste de l'époque tous les réseaux dreyfusards. Une franc-maçonnerie qui poussa Waldeck à sacrifier, à dilapider le bureau des renseignements en France au profit de l'affaire Dreyfus. Imaginez cela! Le renseignement français à la veille de la Première Guerre mondiale contre l'Allemagne
travaillaient pour l'affaire Dreyfus et ne servaient plus à la protection du pays. Les renseignements furent donc détournés de leur essence. Servir la France et son peuple. D'ailleurs, autre exemple assez parlant, durant cette première guerre mondiale, l'Allemagne se montra particulièrement plus sévère envers les prisonniers français anti-Dreyfusards. Continuons. L'Allemagne et les Jouissifs poursuivaient un même but, nourrir l'anti-France pour anéantir la France. L'Allemagne pour des raisons géopolitiques, énergétiques, économiques, les Jouissifs pour faire main basse sur le pays. Alors après la Révolution qui apporta l'égalité aux Jouissifs qui deviennent français par la suite, eh bien l'affaire Dreyfus, elle, c'est l'avènement du pouvoir jouissif sur la France. À partir de là, ils prennent tous les postes, occupent toutes les stratégies. Enfin, troisième lame, on pourra dire, la libération sera le coup de grâce, la décapitation, la circoncision de toute pensée contraire, de toute pensée critique envers ces mêmes jouissifs. Et donc, terminons là-dessus, cette période de l'histoire nous démontre assez bien qu'il n'y a pas de quoi être attiré par le nazisme ou la période hitlérienne en tant que Français. Qu'est-ce que le nazisme, in fine ? Eh bien, c'est avant tout une idéologie de réaction, comme le fascisme. Mais de réaction à quoi ? Eh bien, au pouvoir jouissif, pardi. Les Allemands dansèrent avec le diable pendant 60 à 70 ans, main dans la main, front contre front, dans un lascif tango effréné. Et qu'advint-il lorsque l'on danse avec le diable ? Eh bien, il vous trahit. Il vous poignarde dans le dos. Les Jouissifs qui quittèrent l'Allemagne après la Première Guerre mondiale pour les États-Unis devinrent les pires propagandistes anti-allemands. Les Jouissifs qui restèrent, eux, eh bien, ils mirent le peuple allemand en esclavage, avec la planche à billets. L'Allemagne, juste avant le nazisme, c'est Weimar, c'est brouettes de billets, c'est femmes à barbe, c'est coupe zizi. Enfin, les Jouissifs, unanimement, mondialement, déclarèrent la guerre à l'Allemagne, leur ancien pays allié, leur ancien pays ami, depuis tant d'années normalement. Le nazisme est donc une saine réaction économique, autoritaire, morale et raciale au fléau jouissif. Historiquement en Occident, ce fut la dernière. Voilà pourquoi elle attire tant. Elle attire par manque de culture. Parce qu'en France, la littérature anti-jouissive, c'est un peu un sport national. D'abord grâce à la puissance de la pensée catholique au Moyen-Âge, ensuite grâce à la pensée des socialistes révolutionnaires français qui apportèrent d'autres arguments et firent gonfler le ballon anti-jouissif. La France a théorisé la question jouissive. La France a conceptualisé le problème jouissif, alors qu'elle n'était pas conquise par eux encore. Ce n'était donc pas une réaction, mais le fruit du travail d'intellectuels. Contrairement à l'Allemagne, la France n'a jamais eu d'accointance idéologique avec le jouissif. La France n'a jamais choisi de s'allier avec lui. La France n'a jamais voulu danser avec le diable. La mainmise jouissive sur l'Hexagone lui fut imposée par les Anglais, par les Allemands, puis par les États-Unis. Alors si le Français droitard anti-jouissif a oublié tout cela et s'en va supporter l'Allemagne aujourd'hui, parce qu'elle fut le terreau des derniers soubresauts anti-jouissifs, eh bien le jouissif, lui, justement, croyez-moi, n'a pas oublié cette pensée française judéo-sceptique. Surtout le talmudiste venu de l'Est. Et cela fait plus d'un siècle qu'il nous le fait payer, plus d'un siècle qu'il propage la haine de notre pays chez les immigrés, mais aussi au sein de notre population souche. Tuer toute résurgence nationaliste en France a toujours été leur but, leur obsession. Car chez nous, nationalisme rimait avec anti-jouissisme. Que jamais ne sorte de France le génie et la gloire qu'ici est arrêté.